Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Croissance a été réalisée le 27 avril 2021. Numi mai, ach, numi mai, chal, nam hai. Nahan ur nra nider, naha nur nra ninei. Mes enfants, ô mes enfants, jouez au nom de la vie, de la lumière. Ils sont issus, et vers elle, ils reviennent sous forme de fruits. Aujourd'hui, dans la pyramide, un esprit maternel s'est manifesté avec ce chant, comme s'il berçait l'humanité au centre de la chambre principale. Pourquoi, parmi tous les chants qui résonnent, celui-ci m'a-t-il tant touché aujourd'hui, au point que je m'en souvienne ? À cause de ce dont nous avons parlé hier, les nouveaux enfants, ceux qui naîtront dans ce monde après la reconnexion. Et cela mentionne quelque chose d'intéressant. Ce sont ceux qui viennent de la lumière et qui, en elle, donneront leurs fruits en retour. Cela semble un processus d'une plante, la photosynthèse, l'absorption de la lumière, puis, grâce à elle, la production des fruits. C'est ainsi, de la même manière que les humains donnent leurs fruits au monde lorsqu'ils absorbent l'énergie de la lumière, de la conscience, de la clarté. C'est là la clé de la croissance. Croître vient de l'indo-européen ker, signifiant créer ou croître, c'est-à-dire que dans le processus de création et de manifestation se trouve l'expansion d'un être. En anglais, on trouve increase comme une forme issue de la même racine. Cependant, nous parlons ici du verbe grow ou du concept de growth, issu de l'indo-européen gre, qui implique la croissance des plantes, le développement en agriculture, d'où naissent les mots green, vert, ou grass, herbe. Le concept étymologique nous rappelle comment quelque chose s'étend en incorporant de l'énergie, en créant, en se développant en autre chose, en s'étendant sous d'autres formes, d'une graine à un arbre, d'une fleur à un fruit, d'une cellule à une personne, d'un grain de sable à une montagne. Et je tiens à souligner quelque chose. Les choses ne grandissent pas parce qu'elles s'unissent entre elles, mais parce qu'elles se divisent elles-mêmes. Comment ça ? Ça vient de un peu briser l'image que j'avais. Je veux dire, l'union fait la force. Oui, car ceux qui s'unissent exercent des forces disparates et avec des inerties différentes. Une masse unique ne peut exercer aucune force, car elle n'aurait pas de contrepoids ou de polarité qui la pousse à exercer sa force et à démontrer son pouvoir. L'unité ne naît pas de la formation d'un être unique, mais de l'agglomération de millions d'êtres, uniques et irremplaçables. Un arbre devient fort parce que ses cellules se sont divisées par millions en incorporant de l'énergie minérale et lumineuse. Plus il y a de divisions multipliant son être, plus il y a de force, de fermeté, d'intégrité. Bien sûr, c'est logique. Autrement dit, si une cellule ne s'était jamais divisée, et si chacune d'entre elles n'était pas devenue un organisme unique et spécial, nous n'existerions pas aujourd'hui. Il n'y aurait ni animal, ni plante. Ce seraient toutes des cellules prokaryotes, des organismes unicellulaires sans noyau, des bactéries. Nous serions toujours des bactéries. Grâce à la reproduction et à la complexification des mécanismes d'échange d'informations, les organismes unicellulaires se sont regroupés en organismes multicellulaires qui ont permis, en collaborant à la consommation d'énergie, à chacune des cellules de se spécialiser dans le développement d'une activité particulière, créant ainsi des organismes complexes, constitués d'organes. Plus le nombre de cellules spécialisées augmentait,
plus les organes et les systèmes se perfectionnaient, et leur accumulation a entraîné l'expansion du corps cellulaire, produisant la croissance. Grandir, c'est donc en quelque sorte augmenter le volume de quelque chose, la multiplication des parties qui le composent grâce à leur reproduction. Qu'en est-il de ce que nous appelons la croissance intérieure, la croissance personnelle? C'est la même chose, mais avec les cellules neuronales. Eh bien, bon, quel concept peu romantique. Il est peut-être étrange qu'un être spirituel fonde la croissance spirituelle sur la multiplication des cellules et leur interaction dans le cerveau et les réseaux tissulaires d'un corps. Mais je te répète encore une fois, au cas où tu ne te souviendrais pas, le corps est une extension de l'esprit. C'est la manifestation de l'intangible, ce n'est pas quelque chose de distinct. Rien dans l'univers n'est séparé, mais toute existence est la conséquence d'une précédente. Ainsi ton corps enregistre les données de l'esprit. C'est l'âme manifestée. Il n'est pas séparé du plan spirituel. Tu peux donc comprendre que les neurones sont les cellules par lesquelles l'esprit communique dans l'existence physique, par lesquelles il résonne. La croissance intérieure est liée à la croissance cognitive, à la capacité intelligente des neurones à relier des données en échangeant des informations, et c'est ainsi que l'esprit grandit. L'autre jour, j'écoutais la vidéo d'un scientifique qui critiquait la physique quantique. Et une question m'est venue à l'esprit, que je voulais te poser, et qui est liée à cela, je crois. Le sujet portait sur la problématique quantique qui, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans la logique de la physique, veut en quelque sorte être écartée par la physique. Bien que les données, les chiffres, les calculs, tout démontre qu'elle est réelle, elle pose un problème fondamental. Le scientifique expliquait que l'une des façons d'expliquer la physique quantique est à travers le paradoxe du chat de Schrödinger, basé sur l'idée de la dualité onde-particule. Le principe d'incertitude, l'effet tunnel, l'intrication et le caractère aléatoire qui parvenaient mathématiquement à expliquer de manière exacte toutes les lois de la physique. Le dilemme s'est posé. Comment quelque chose d'instable, dont la stabilité dépend de l'observation et de la perspective d'un sujet, pourrait-il réellement être la théorie qui explique tout ce que nous connaissons comme réel et physique? Tout cela a fait que, malgré son utilité pratique aujourd'hui, les physiciens restent quelque peu réticents à accepter que la mécanique quantique soit la théorie fondamentale de la mécanique de l'univers. Ce qui conduit à se demander si la théorie quantique n'est pas simplement le début ou la pointe de l'iceberg d'une théorie plus vaste qui donne une logique à tout le reste. Mais, comme ces calculs sont si précis, la seule façon de s'attaquer à cette théorie est par le biais de l'épistémologie, étude philosophique des fondements scientifiques. Et c'est là qu'intervient l'expérience du chat. Le principe veut que, pour interpréter la réalité d'une chose, il faille mesurer la fonction d'onde, c'est-à-dire la façon dont une onde se déplace à travers les facteurs temps et espace. Cependant, cette manière de mener une expérience est compliquée, car en mécanique quantique, ces éléments ne peuvent être mesurés que par les mathématiques. Nous parlons en effet d'un monde intangible, composé simplement de données qui sont immensurables. Comme dans une expérience, les facteurs de temps et d'espace doivent pouvoir être mesurés, ce qui correspond au vocabulaire de la physique. Le problème surgit dès lors que l'immensurable cherche à être mesuré. Quelle est donc la relation entre le mesurable et l'onde? Eh bien, elle est aléatoire et donc fondée sur la probabilité. Le paradoxe du chat consiste en une expérience de pensée décrivant un chat enfermé dans une boîte scellée où se trouve un dispositif radioactif et un flacon de poison. Si le dispositif détecte un rayonnement, il s'active et brise le flacon du poison, tuant le chat. En théorie des probabilités quantiques, le chat est à la fois vivant et mort au même instant, ce qu'on appelle la superposition. Et ce qui déterminera le résultat, c'est uniquement l'observation de celui qui réalise l'expérience. En d'autres termes, compte tenu de l'existence du monde mesurable et du monde de la mesure,
celui qui mesure et ses outils de mesure, le paradoxe implique que la réalité n'existe que par la relation entre l'observateur et l'observé. Et c'est là qu'intervient un autre terme, le paradoxe de l'ami de Wigner, qui décrit comment un troisième sujet apparaît dans la pièce pour connaître le résultat de l'expérience. Soudain, le chat et le scientifique sont eux aussi devenus partie intégrante de l'expérience. Le chat étant dans la boîte et le scientifique dans la pièce, et un tiers qui, en entrant, compare les résultats et constate que les siens sont opposés à ceux du scientifique. Autrement dit, le paradoxe peut se perpétuer à l'infini. L'évolution nous déterminant et ne se manifestant qu'en fonction de l'observateur. Bon, tout cela pour en arriver à ceci. Le commentaire formulé à propos de ce conflit épistémologique est que la mécanique quantique doit comporter une énorme faille, car il ne peut pas être vrai que les choses n'existent que si quelqu'un les observe, car dans ce cas, avant que les yeux n'existent, il n'y aurait pu y avoir rien. Et cela nous ramène à une phrase prononcée par Einstein. « Je refuse de croire que la Lune n'est pas là quand on ne la regarde pas. Ma question est donc la suivante. Est-ce vrai ? Autrement dit, si on ne regarde pas les choses n'existaient-elles pas ? Car dans ce cas, ce serait absurde, illogique. Cela n'aurait aucun sens que l'univers n'existe que parce que je peux le voir. » Tu te souviens de la chanson Saturno du groupe Sleeping at Last ? Ah oui, je vois de quoi tu parles. À la phrase de la chanson « I'd give anything to hear you, say it one more time, that the universe was made just to be seen by my eyes. » Je donnerai n'importe quoi pour t'entendre dire encore une fois que l'univers a été créé uniquement pour être vu par mes yeux. Dans la logique scientifique de la physique quantique, dans la théorie des probabilités, quelque chose de bien plus grand échappe à notre compréhension. Les scientifiques sont souvent comme le cheval qui, muni d'œillères, avance dans une seule direction, focalisé sur une seule chose, alors que l'univers est tout. Ils refusent de voir les 360 degrés, estimant qu'au moins 180 degrés de la sphère visuelle relèvent de l'illogique et de la culture humaine. Mais la vérité est que depuis les temps immémoriaux de l'histoire humaine, l'image de Dieu, de la divinité, a toujours été celle d'un œil. L'œil qui voit tout. L'œil est la clé pour comprendre cela. L'œil était comparé au soleil dans les cieux, et le soleil rayonne de lumière, génère de la lumière par sa combustion. Et la lumière brille en des milliards de rayons émanant dans l'espace cosmique, dont beaucoup illuminent notre monde, et ces particules, les photons, nourrissent les plantes par la photosynthèse, transformant quelque chose de presque intangible en quelque chose de tangible. Les fruits, de l'énergie consommée par les cellules, qui font grandir nos corps, développant des organismes, afin que cette même lumière puisse être vue et recherchée de mille façons. Or, ce n'est pas l'observation d'un humain qui détermine la création, c'est l'observation du tout, qui se contemple et qui, dans certaines régions de cette petite planète, a réussi à évoluer jusqu'à s'observer avec des yeux et une conscience. L'univers est un esprit unique, en constante création, cherchant à s'observer lui-même. L'erreur ne réside pas dans la physique quantique, mais dans le concept selon lequel, bien que nous sachions que les atomes mêmes qui composent nos corps sont ceux qui forment le Soleil, nous les humains continuons à refuser de penser que nous sommes une extension de l'univers plutôt que son observateur. Les humains sont comme ces neurones qui tissent des réseaux, améliorant la compréhension de l'observable. C'est l'esprit divin, quel que soit le nom que vous lui donniez, qui s'observe à travers les yeux et les sens de ses créations. C'est la lumière qui joue à être ombre, c'est l'atome qui joue à être cellule, c'est la cellule qui joue à être humaine, c'est l'humain qui joue à être Dieu. Einstein a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Et pourtant, il a oublié que Dieu est un enfant qui ne joue pas au dé, mais qui joue à tout. Comme la chanson d'aujourd'hui, « Mes enfants, jouez au nom de la vie ». Grandir, c'est jouer. L'univers est un jeu qui découvre ses règles au cours du processus de création. Les règles de l'univers ne sont pas établies par l'intention initiale, mais par la probabilité.
Un enfant se construit à travers le jeu, le rire. Jouer est la clé de la croissance spirituelle. Jouer, en imaginant, stimule les neurones à former de meilleures synapses, à gérer les données de manière supérieure et transcendantale. Le jeu est la clé du développement épanouissant d'un être. Jouer améliore les systèmes moteurs, les réflexes physiques. Jouer développe l'intelligence émotionnelle. Jouer éveille l'imagination qui nourrit le cerveau par l'intelligence. Jouer est la clé du développement cognitif, de l'éveil des potentiels. La croissance d'un être, tant externe qu'interne, passe par le jeu. Le mot jouer vient de jokus, plaisanterie, l'acte de faire rire, lié au jongleur de la même racine qui se consacrait à informer de manière artistique et drôle. En anglais, play vient de plague, lié à cultiver, à labourer la terre, à apprendre à faire les choses. Jouer, c'est la manière dont nous comprenons la croissance dans tous ses sens, physique, émotionnel et cognitif. Le jeu est la manière dont les neurones créent un être entier, complet, développé, doté de meilleures capacités et d'une plus grande agilité de pensée, d'action et de sentiment. Et tout comme un neurone joue ce jeu dans ton cerveau, tu joues ce jeu sur Terre, tout comme d'autres êtres organiques ou inorganiques jouent ce jeu dans la galaxie, et ainsi de suite dans tout l'univers. Donc, en résumé, le paradoxe probabiliste n'est rien d'autre qu'un manque de compréhension du fait que nous sommes tous une conséquence éternelle d'un être unique, qui s'est divisé en des trillions pour élargir ses visions et ainsi créer des probabilités de sa vérité afin de grandir et de se reconnaître en manifestant différentes options de lui-même à chaque observation, en créant des réseaux de pensée qui transcendent et dépassent ses idées de lui-même. Et la clé de cela, c'est le jeu. Souviens-toi, en quoi l'univers se transforme-t-il lorsqu'il se divise en deux options? En divers. Tu le sais donc, la seule façon de grandir dans la vie, c'est par le divertissement. Comme les enfants qui, en jouant, manifestent leur idée dans le monde. Deviens le créateur de ton propre monde. Je suis le concepteur de la matière. Amuse-toi et tu le seras.